Bonjour, bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup pour votre présence. À vrai dire, je suis un peu impressionnée. Je ne pensais pas qu'il y aurait autant de monde, mais j'en suis ravie. Donc moi, je suis Manon Dubien, la vice-présidente d'une association qui est le Cercle des femmes de la cybersécurité, donc le CEF6 pour ceux qui ne connaissent pas. Donc je vais vous faire une présentation d'abord très très courte avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Donc l'association CEF6 est une association de loi 1901 créée en 2016 par la docteure en informatique Nassira Salvan. D'une simple conviction, c'est qu'il n'y a pas assez de femmes dans la cybersécurité. Donc si vous en connaissez, n'hésitez pas à leur faire connaître cette association. Aujourd'hui, nous sommes plus de 600 membres, dont 15% d'hommes, parce que c'est les premiers à nous aider dans notre démarche. Donc on est vraiment dans des actions opérationnelles pour sensibiliser, promouvoir, accompagner, éclairer, donc aider de bout en bout les femmes et les hommes dans leur épanouissement professionnel. Nous sommes membres du campus cyber, donc en Île-de-France, et dans d'autres régions. Et nous sommes soutenus par beaucoup d'institutions, d'entreprises, d'écoles, etc., de médias, bien sûr. Donc notre force, c'est qu'on est très, très présent au niveau national et maintenant, depuis le début d'année, aussi au niveau international. Donc vous voyez, on a des référents partout en France et notamment aussi dans la région Grand Est. C'est pour ça que je me présente devant vous. On cherche vraiment à dynamiser la région ici, nos actions en local. D'ailleurs, je vous présenterai très rapidement les trophées des femmes cyber qui vont avoir lieu le 8 décembre, donc au sein de la salle Gaveau à Paris. On va mettre en lumière, en avant 8 catégories de femmes, 8 excellents parcours professionnels, donc des dirigeantes, des professionnels de la cyber, des fonctions support, des étudiantes, des espoirs, des chercheuses, des femmes militaires. Donc si vous en connaissez vraiment, n'hésitez pas à partager l'information. Et puis aussi la femme numérique de l'année. Donc on a un petit stand dans le village du Hack. Donc si vous voulez scanner le QR code pour pouvoir recommander une femme très inspirante ou peut-être postuler, mesdames, si vous êtes en confiance et que vous avez envie, n'hésitez surtout pas. Voilà. Donc le sujet de cette table ronde, c'est l'analyse de phishing B2B avancé de l'email au CNC. Donc c'est un sujet qui me tient à cœur parce que moi je travaille dans le commerce, donc j'ai vraiment l'habitude de manipuler beaucoup de mails, de faire beaucoup de campagnes de mailing. Et j'ai travaillé dans des grands groupes où malheureusement on s'est fait cyberattaquer. Donc c'est un sujet qui m'interpelle, qui me passionne et j'ai envie de vous faire partager en fait ces thématiques qui pour moi sont très importantes pour tout le monde. Donc aujourd'hui, comme vous le savez, on peut tous être victimes d'une cyberattaque. Que ce soit un citoyen, une entreprise, une administration publique, mais tout le monde est concerné. Et ce qui est marquant, c'est quand même que 90% des cyberattaques commencent par un email de phishing. Donc là, il faut peut-être se remettre en question au niveau des institutions, des entreprises, etc. et éviter ce risque. Il y a bien sûr des attaquants qui sont toujours de plus en plus performants. Donc, je suis ravie de pouvoir parler dans ce type d'événement qui est ultra technique, puisque vous savez sûrement mieux que moi quels sont les dangers, les risques de toutes ces attaques. Donc voilà, que ce soit les mails spam, les SMS frauduleux, les faux avis de passage de la poste. Donc, il y a différents niveaux. Il y a le grand public qui est touché, et puis il y a les professionnels qui sont touchés. Donc, qu'est-ce qui est le plus dangereux? Je ne sais pas, mais on peut quand même en déduire que le plus intéressant, en tout cas pour les cybercriminels, c'est la partie professionnelle. Donc on a des puissances étatiques qui sont touchées, on a vraiment des groupes criminels qui sont de plus en plus ingénieux et pour toujours les mêmes raisons. Ils volent de l'argent, ils nous espionnent, ils déstabilisent un pays dans son ensemble ou une entreprise dans son ensemble. Et quand on vit ce genre de situation en entreprise, eh bien, ça déstabilise absolument tout le monde, tous les services. Donc, le phishing, que vous connaissez sûrement très bien, c'est du hameçonnage. On peut aussi parler d'une attaque qui est le phishing, qui fait aussi des ravages. Donc, c'est le voice phishing. Et bien sûr, il y a les rançongiciels, ou plutôt le ransomware, comme vous préférez l'appeler. Donc, moi, mon objectif sur cette table ronde, c'est que vous puissiez vous mettre en contexte. Donc, on va imaginer quelque chose. On est un lundi matin, il est 8h45. La direction financière reçoit un mail qui est super bien fait. Il y a une urgence dans ce mail. Donc, c'est vraiment urgent, mise à jour de sécurité, Office 365,
tout semble normal. Beau logo Microsoft, français impeccable et un ton ultra professionnel. Donc le DAF, direction financière, va cliquer, normal, saisit son mot de passe et voilà. En quelques minutes, tout un compte mail est compromis. Donc moi, en entreprise, c'est exactement ce qu'on a vécu. C'était un service en amont qui traitait les appels d'offres et c'est exactement de cette manière qu'on s'est fait poutrer. Le phishing, ça reste la première porte d'entrée des cyberattaques, donc ça, je vous l'ai déjà dit. Aujourd'hui, l'objectif de cette conférence, c'est de faire plusieurs points. On va voir l'évolution du phishing B2B, qui est le contraire quand même du grand public. C'est vraiment beaucoup plus impactant au niveau des données professionnelles et puis aussi de ce qu'on peut avoir comme argent derrière. On va faire une petite analyse technique. On va voir ce qui se passe après le clic sur la landing page. On va aller vers le CNC, justement, Command and Control, donc l'infrastructure invisible. On va parler aussi de défense et de détection, puis un petit retour d'expérience concret et les tendances, les perspectives du phishing. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais essayer de tenir le timing. Donc ça, c'est important de tenir le timing. Alors, pour qu'on soit un petit peu, qu'on se rafraîchisse un peu la mémoire, on sait que les chiffres les plus récents, parce que 2025, on n'en a pas forcément, mais de 2024, on en a pas mal, du CLUSIF, de l'ANSSI. Donc il y a eu au Sénat vraiment un rapport qui a été donné. Aujourd'hui, c'est 466 000 € d'impact pour les TPE-PME, 13 millions d'euros pour les ETI d'impact et 135 millions d'euros pour les grandes entreprises. On voit une nette augmentation des fraudes de paiement digital en Europe. Donc 2024, ça a été incroyable face à 2023. Les chiffres ont triplé. Donc il y a eu un réel boom. Et en France, donc, il y a eu un rapport d'IBM qui dit... le rapport d'IBM va vraiment indiquer que les incidents déclenchés par phishing représentent quand même 11% des incidents, avec un coût moyen d'une violation de données causée par phishing qui s'élève à 3,86 millions d'euros. Donc il y a eu 43% d'augmentation de cas de fraude détectés. Le phishing, c'est plus 70% de cas face à 2023. Donc c'est quand même assez, ça interpelle. Et puis le social engineering, c'est plus 156% en 2024. Social engineering, escroquerie sociale, on y va au sentiment et on vous vise. Pareil pour les USA, on est sur une fraude au niveau international qui est très très importante. Donc on parle quand même des chiffres du FBI. Donc c'est 16,6 milliards de dollars qui ont été impactés en termes de pertes aux États-Unis. Donc le délai de détection et de confinement, du coup, est crucial parce que plus c'est long et puis plus ça coûte. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que identifier une violation, ça prend 218 jours. Et pour la contenir, ça va prendre 76 jours. Donc c'est très très long, très très long. Par contre, l'ANSSI, ce qui est quand même positif, je voudrais finir sur une note positive, l'ANSSI, donc l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, a en 2024 réussi à traiter plus 15% d'incidents par rapport à 2023. Donc c'est quand même bon signe par rapport à tout ça. Donc c'est parti pour la première slide. C'est vraiment pas très long, vous allez voir, le timing va être tenu. Et puis ça va nous laisser le temps peut-être d'échanger ensemble et que vous puissiez me donner vos cas concrets, vos expériences. Ce serait intéressant qu'on puisse en parler. Donc pourquoi c'est intéressant le phishing B2B? C'est parce qu'il y a de réels enjeux financiers, comme je vous l'ai dit. C'est des vols de données professionnels, donc c'est encore plus grave que le grand public. Avant, c'était vraiment des attaques vraiment pourries, très mal faites, avec des liens où on sait très très bien qu'on ne va pas cliquer parce que c'est très grossier. Maintenant, ça n'a plus rien à voir. On est sur du spear phishing. Donc c'est hautement ciblé, c'est vraiment sur mesure. Il va y avoir des domaines qui vont être typo-squattés. Donc ça, comme on le voit là entre parenthèses, un O majuscule mal placé ou un O à la place d'un 0, etc. Peu importe, c'est vraiment insidieux et de mieux en mieux fait. L'hébergement du phishing sur des services légitimes aussi. On utilise tous en entreprise SharePoint, Google Drive, etc. Là, ça peut faire de plus en plus mal.
Ce qu'on peut dire là-dessus, c'est que cette évolution, elle permet aux cybercriminels de se remettre. En fait, ils se remettent toujours en question. Et donc, ils essayent de plus en plus de faire des magnifiques noms, des magnifiques logos, des magnifiques signatures, des tons en fait tellement impeccables que n'importe qui peut s'y méprendre. Notamment ce que moi j'ai vécu en entreprise, c'était exactement ça. N'importe qui aurait pu cliquer dessus, sauf qu'il fallait regarder un petit peu plus loin pour ne pas cliquer. Donc vraiment, on peut tous être confrontés à ce genre de problème. Je ne sais pas si vous connaissez les plus gros exemples, le top 6, on va dire, des phishing B2B. Bon, on peut en citer quelques-uns si vous le souhaitez. Donc, il y a eu Facebook et Google, où il y a un hacker lituanien, en fait, donc, qui s'appelle Evaldas Rimasokska, qui a créé une fausse entreprise et qui s'est fait passer pour Quanta Computer, donc un véritable fournisseur de matériel. Donc, il a envoyé de fausses factures très crédibles aux services comptables de Facebook et Google, avec de vrais noms, des documents falsifiés, etc. Et ils se sont fait voler plus de 100 millions de dollars. Donc, ça peut toucher n'importe qui, mais même les plus grands et les plus forts, en fait. C'est ça qu'il faut retenir. Il y a plein d'autres exemples qu'on pourrait prendre, et je vous laisserai les consulter après ou en parler. Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas. Alors, si on analyse un petit peu et qu'on va du côté des headers pour voir comment se décompose un email malveillant, eh bien, on va voir que ça va souvent être trompé et vers un serveur qui est compromis. Donc, si on regarde après au niveau des adresses et des codes, des KIM, des marques, etc., vous voyez souvent que tout est caché et masqué. Donc, il faut faire super attention. Il va y avoir des HTML qui vont être offusqués, des liens qui vont être redirigés 3 ou 4 fois vers d'autres passerelles. Donc là, comme l'exemple que je vous ai mis ici, donc on voit bien qu'il y a plusieurs redirections. Et pour ce faire, il y a vraiment des outils qui peuvent être très intéressants pour justement scanner tout, donc comme VirusTotal, urlscan.io, je vous ai mis les liens, ou CyberChef. C'est hyper important d'utiliser ce genre d'outils si vous n'êtes pas sûr. Ça vous permettra de pouvoir analyser intelligemment ce que vous recevez. Donc, on regarde un email à l'ancienne, pas très très bien fait. Donc là, on voit que même la fin du mail n'est pas top, on n'a pas envie de cliquer. C'est très très court, on parle d'urgence alors qu'on ne connaît pas forcément, on n'a pas eu écho de cette demande. Et puis, il y a différentes couleurs, c'est mal mis, c'est mal fait, etc. Donc ça, c'était avant. Maintenant, on se rapproche de plus en plus des vraies adresses, donc des vraies adresses d'expéditeurs. Et c'est là-dessus qu'on peut se tromper, en fait, c'est l'expéditeur. Avant, on voyait bien que l'expéditeur était erroné. Là, on peut clairement se tromper, c'est bien écrit, ça donne envie de cliquer, etc. Donc, c'était juste une comparaison légère, on va dire, de ce qui se passait avant et de ce qui se passe maintenant. C'est de plus en plus insidieux. Sur la landing page, c'est pareil. On a des sites de phishing qui clonent en fait les vrais sites. Donc on va faire une connexion Office 365, on en est persuadé, mais pas du tout. On va être sur notre banque, pas du tout. On va être chez un fournisseur SaaS qu'on pensait sûr, et malheureusement pas du tout. Donc toutes ces données peuvent être envoyées vers un kit de phishing pré-packagé qui va être vendu sur le dark web. Donc c'est très important de aussi avoir des enquêtes sur le dark web, des experts en fait, qui vont aller vérifier aussi pour vous s'il y a ce type de problème, voir si vos données sont en train d'être vendues ou pas. Mais ces techniques sont tellement avancées qu'on peut intercepter en temps réel les MFA. Donc c'est pour ça qu'il y a des outils qui peuvent vous permettre justement de vraiment éviter ce genre de problème. L'hébergement est également distribué. Et puis, il y a des kits de phishing comme ceux-là, qui sont vraiment prêts à l'emploi, où on voit tous les composants et tous les signaux d'alerte, en fait. On doit se dire, on doit en fait faire le comparatif pour avoir une vraie vue défensive et se dire, bon, l'URL, il y a des redirections multiples vers le stockage cloud, donc c'est pas bon. Le nom de domaine, il a moins de 60 jours, tiens, c'est bizarre.
le DMARC, il n'existe pas, etc., etc. Donc vraiment, n'hésitez pas à regarder d'avoir cette vue défensive pour vous prémunir des cyberattaques, puisque derrière ce site, en fait, il y a toujours une infrastructure criminelle. Les cibles, voilà, messages vers les finances, les RH, on aime bien ça, les personnes qui ne sont pas des expertes de l'informatique ou de la cybersécurité et qui sont à même de cliquer dans l'urgence ou dans une demande d'une direction, d'une personne de la direction, donc qui sont obligés en fait d'y répondre. Alors, justement, si on a vu tout ça, on a vu la landing page, on va aller jusqu'au CNC, donc c'est Command and Control, je vous l'ai dit, c'est l'infrastructure invisible. Il y a différentes méthodologies d'analyse. Donc il y a les sandbox que vous pouvez tester. Donc c'est une analyse dynamique, pardon. Il y a any.run également. Il y a des outils open source pour extraire et analyser la charge, justement. Cartographier le chemin vers le serveur de commande et contrôle. Et justement, quand on remonte vers le serveur de commande et contrôle, on va voir qu'il y a des requêtes DNS suspectes. On va voir qu'il y a des certificats SSL réutilisés, un hébergement sur VPS low cost. Hein. Donc la chaîne typique, je vous l'ai mis là, la chaîne typique CNC, c'est vraiment l'email, la landing page, le malware loader, CNC et l'exfiltration. Donc pour des cas concrets, on voit bien que ça va mener à l'installation d'un infostealer. Donc il y a différents exemples comme Racon et puis Vidar. Tout ça pour vous expliquer que voilà, il y a des techniques de contournement des filtres qui sont importantes et qui doivent être prises de manière très technique par les équipes en fait, qui s'occupent de ça. Il va y avoir un envoi massif via des services d'email compromis, etc. On voit même que les infrastructures maintenant sont fast flux, donc ça veut dire que ça va très très vite, on rame pas, on a l'impression que tout est normal, et au final, on tombe sur des domaines jetables, tout est fake, et ça doit nous alerter puisque cette infrastructure n'est pas bonne. Donc, face à cette thématique, ce sujet, on doit avoir des bonnes pratiques et surtout des techniques défensives qui vont nous permettre de durcir en fait la passerelle email. Donc on va avoir une protection plus avancée, on va utiliser du sandboxing, on va avoir une surveillance proactive des noms de domaine similaires. C'est un petit peu comme faire de la veille en cybersécurité, on regarde toujours ce qui se passe et les derniers services et produits qui sortent. Ben, c'est pareil pour cette spécificité-là. Il y a aussi, en tout cas au niveau du stress hunting, il y a aussi une possibilité d'avoir une technique défensive pour voir les domaines similaires. On peut faire une segmentation, plus mettre en place un EDR pour limiter la propagation après compromission. Donc il y a des très bons SIEM, des très bons EDR, etc. Puis il y a le côté humain, en fait, qui est essentiel, réussir à former les équipes auxquelles on ne pensait pas forcément et qui sont peut-être les plus concernées pour une petite formation. Et il faut faire des campagnes de phishing, un maximum. Moi, je sais qu'en entreprise, dans une autre entreprise, on avait peut-être même trop de campagnes de phishing. Donc du coup, on ne se faisait pas piéger, mais ça devenait trop récurrent. Par contre, une régulière de temps en temps est bien placée, en alternant les techniques de phishing, eh bien, ça peut être très très efficace et surtout, ça permet à tout le monde de se méfier. C'est ce qu'il faut, c'est se méfier en fait. Et en termes d'organisation, on peut très très bien utiliser des playbooks SOC, certes, prêts à l'emploi, avoir des équipes aussi en interne, ça c'est très important, et puis des indicateurs de compromission partagés, faire un peu de CTI, de Stress Intelligence. Donc, c'est important quand même, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y avait des exemples comme pour le décodage CyberChef. L'analyse de liens, c'est urlscan.io. Les hash domaines, donc c'est Virus Total. La sandbox dynamique, on peut avoir Joe Sandbox ou any.run.
ou Whois pour remonter au CNC, ça c'est bien pour le tester. Et puis les outils SIEM pour la corrélation, donc on a du Splunk, je me permets de le citer comme ils sont partenaires de notre association. Il y a également ELK, donc voilà, n'hésitez pas à vous renseigner sur des bons outils qui pourront vous permettre d'avoir un environnement robuste, des personnes aguerries, sensibilisées et surtout des bonnes équipes en interne qui pourront vous aider. En termes de cas concrets, moi j'avais surtout envie de vous poser la question, si vous avez envie d'échanger, est-ce que vous avez déjà eu un cas d'usage concret en entreprise, vous, à travers du phishing ou pas? Est-ce que quelqu'un a déjà eu ça en entreprise? Est-ce que vous êtes au courant ou pas forcément? Non? Oui? J'ai vu, oui. Oui. Vous dites cas d'usage concret, mais... Est-ce que quelqu'un a ouvert un mail dans votre entreprise et ouais. vous avez fait cyberattaquer, ça finit par un rançongiciel ou pas? Nous, on reçoit du phishing, ouais. On a des utilisateurs qui sont quand même assez vigilants. Je pense notamment aux RH qui nous préviennent notamment pour les détournements de salaire, enfin, des personnes qui essaient de détourner un salaire. Pour l'instant, on ne s'est pas encore fait avoir. Donc, on essaie de continuer comme ça avec les utilisateurs pour s'assurer que ça n'arrive pas. Est-ce que c'était une entreprise qui avait déjà subi quelque chose ou ils ont toujours été clean au niveau des cyberattaques, ils n'ont jamais rien vécu? Pour l'instant, non, on n'a jamais rien vécu. C'est assez rare. Est-ce que quelqu'un d'autre a un cas d'usage à ce niveau ou pas? Envie de le partager, parce qu'on n'est pas forcé de raconter des choses confidentielles, mais voilà, ça reste très déstabilisant quand vous avez un de vos collègues qui ne connaissait pas, vous auriez pu même vous lui apporter l'information en fait, ne connaissez pas du tout ce qu'est un phishing et clique dessus, ça peut malheureusement faire des ravages. Oui. Alors bonjour, en fait c'est juste que là ici à l'occurrence vous parlez de phishing mais j'ai l'impression que c'est beaucoup externe, mais je pense que ça peut être aussi directement interne, comme par exemple je sais pas, moi j'ai un exemple concret, c'est une femme de ménage qui rentre dans le bureau par exemple du CISO, du coup du Chief Information Security Officer, et qui a accès par exemple sur des informations un peu compromettantes. Ça peut être aussi en interne, enfin je sais pas s'il y a eu déjà des cas comme ça, si ça existe ou... Vous l'avez vécu, non? Externe, uniquement, oui, tout à fait. Effectivement, j'aurais pu le préciser. Et il y a aussi le danger de l'interne, ça c'est vrai. Après, il y a aussi des techniques pour verrouiller les portes de la direction, etc. Moi, je sais que dans les grands groupes, ils sont obligés de faire ça. Mais pour ceux qui sont moins aguerris, ça peut arriver de l'intérieur, c'est vrai, c'est vrai. Tout ça pour dire que, en formant un petit peu les collaborateurs, mais vraiment ceux on sous-estime, vraiment ceux qu'on sous-estime en termes de cybersécurité, eh bien, ce sont eux qui permettront à l'entreprise de ne pas se faire cyberattaquer. Si on ne les forme pas, si on ne leur explique pas, si on ne fait pas de campagne très ciblée, sur mesure, ultra bien faite pour ces personnes-là, on ne peut pas voir leur comportement. Et on le verra que le jour où un cyberattaquant fera des ravages. Donc, malheureusement, beaucoup d'entreprises l'ont vécu. Beaucoup ont eu des mois et des mois pour s'en remettre. Donc, je peux vous dire qu'après, quand on doit travailler en mode dégradé, donc avec du papier, appeler les clients un par un, avec notre téléphone personnel, parce qu'en plus, ça ne marche plus, tout est poutré, il n'y a plus d'ordinateur, il n'y a plus de téléphone, etc. Et réussir à maintenir un lien de confiance avec les clients, c'est juste impossible. Donc, c'est soit on arrive à le régler rapidement et on sort un petit peu la tête de l'eau et avec pas trop de dégâts, soit on ne s'en remet pas parce que ça met 6 mois, 1 an et on n'est plus crédible au niveau des clients, on n'a plus d'argent, nos salariés nous font plus confiance, etc. Donc la chance que moi j'ai eue pour ce cas concret,
c'est qu'on a réussi à faire des cellules, des task force pour travailler en mode dégradé. Ça nous a sauvé des contrats, ça nous a sauvé de la confiance avec des clients, surtout qu'on donnait en fait des bonnes pratiques de cyber, donc on n'était pas crédible du tout si on n'arrivait pas à relever la tête de cette cyberattaque. Et au final, on a été ultra respecté par nos clients parce qu'on a été rapide, on a été, même en mode dégradé, très efficace, et surtout, on a réussi à remettre tous les services parce qu'on était ultra bien accompagnés. Ça, c'est important aussi, l'accompagnement. Par contre, la personne qui avait fait cette boulette a été humiliée dans un groupe de plus de 1000 personnes. Donc, ça veut dire que cette personne a été carrément ciblée. Donc, le côté humain peut faire vraiment des ravages sur ce type d'événement. Et par la suite, elle avait même envie de quitter l'entreprise, etc. Donc, en pensant un petit peu de cette manière-là, on se dit, on a tous quelque chose à faire, même s'il n'y a pas de campagnes qui sont organisées par l'entreprise, on peut parler à nos collègues et on peut transmettre l'information. Donc, c'est pour ça que même dans mon niveau, moi, au niveau commercial, je me suis toujours intéressée à la cybersécurité. J'ai voulu lire la charte informatique. Personne ne l'avait jamais lu dans une entreprise. Et surtout, j'ai toujours fait les tests en autodidacte. C'est-à-dire que je suis allée apprendre par moi-même, etc. Et effectivement, maintenant que j'ai vécu cette situation, je vais aller partager l'information à mes collègues. Donc, je vous invite vraiment, si vous avez à écho de quoi que ce soit dans votre entreprise, juste de vous intéresser aux différents services et de voir, au moins dans votre charte informatique, de voir s'il y a des choses qui peuvent être intéressantes pour vous, parce que c'est vous qui serez vraiment humiliés s'il se passe le moins de soucis. Mais par contre, vous serez très fiers de vous si vous avez appris quelque chose à quelqu'un ou si vous avez empêché votre entreprise d'être cyberattaquée en ne cliquant pas sur des emails corrompus, compromis. De toute façon, tout ça, je l'ai dit, on est sur une compromission de compte. Peu importe lequel compte, que ce soit les finances, les RH, etc. Une fois qu'on a cliqué, en fait, c'est trop tard. On est là aussi pour voir qu'il y a une vraie chronologie dans ce type d'attaque. Donc, il y a souvent une détection qui est trop tardive. Donc, plus on met du temps à voir le problème, et plus on va laisser s'installer en fait le phishing, et ça peut partir même, ça peut se développer en ransomware, etc. Et donc là, ça peut être très très grave. Donc, il faut faire une escalade aux certes, et puis il faut faire un plan de remédiation pour réinitialiser, purger les boîtes, etc. Donc, nous, c'est vraiment ce qu'on avait fait. Et comme on était très, très bien accompagnés, ça a été pas trop long. Donc, des alertes précoces, un MFA bien configuré et bien sûr des équipes sensibilisées. On arrive presque à la fin, du coup. Alors, si vous avez envie d'échanger, vous n'hésitez vraiment pas. En tout cas, ce que je voulais terminer sur cette note-là, c'est qu'on peut se dire que c'est un vieux problème, en fait, le phishing B2B. Ça a toujours existé, on s'en fout complètement. Pas du tout. On est maintenant sur quelque chose d'industrialisé avec l'intelligence artificielle. Donc, c'est de plus en plus sophistiqué, mais c'est de plus en plus aussi industrialisé. Ça veut dire qu'il y en a énormément. Donc, ça évolue, il se professionnalise. Et aujourd'hui, les emails malveillants ressemblent à des emails vraiment légitimes, comme on a pu le voir. Donc, ils vont être ces sites de phishing hébergés sur des services de confiance, et les command and control se cachent dans le bruit du cloud, puisque tout le monde utilise le cloud. Donc, en fait, on va se dire, quand est-ce que je vais cliquer, en fait, ça devient ça. On reçoit tellement de mails aujourd'hui qu'on peut être amené à faire une erreur à n'importe quel moment. Donc, on va analyser toute la chaîne. Il y a vraiment trois points clés à retenir. Donc, on analyse bien toute la chaîne, de l'email au CNC. On combine la partie technique avec les équipes techniques et puis l'humain. Donc, vraiment avec des formations ciblées, des formations sur mesure, pas des formations techniques pour des personnes qui sont RH, vraiment quelque chose qui se met à la place de l'apprenant. Et puis, des outils, comme on a pu le voir tout à l'heure, qui ont été listés, des outils pour nous permettre de nous accompagner là-dedans. Et donc, cette défense-là, en fait, ça va vraiment permettre d'éviter ces attaques et ces phishing
multicanaux. On va être plus vigilant à tous ces SMS qu'on reçoit. Maintenant, on travaille des fois sur Slack, sur WhatsApp, etc. Et c'est là qu'il faut être encore plus vigilant. C'est des messageries qu'on utilise de manière perso et on fait peut-être moins attention dans un cadre professionnel sur ces messageries. Alors que c'est là que ça peut faire le plus mal. Donc maintenant, on est sur du phishing as a service, hein, donc avec des prix hyper bas, très très accessibles. Donc uniquement en entreprise, hein, je parle. Et ces IA génératifs qui sont d'une crédibilité à faire trembler tout le monde. Donc en fait, cette défense-là, la partie défense de ces phishing, ça va passer par la compréhension, d'essayer d'aller un peu plus loin et de comprendre pour tout décortiquer les attaques, qu'est-ce qui se passe quand on transforme un clic, donc malheureux, hein, bien sûr, et de se dire, au final, plus je vais comprendre les risques, et plus je vais réussir à m'en prémunir. Je vais les apprendre, je vais les comprendre, je vais m'en prémunir, et je peux en recevoir 1 million, je ne vais jamais cliquer sur le mauvais. Je vais cliquer sur les bons, mais jamais sur le mauvais. Et ça, il vaut mieux en fait en arriver à ce point-là, parce que c'est assez affligeant de voir tous les mails de phishing qu'on reçoit dans le cadre professionnel. Donc même quand on change d'entreprise, on se rend compte qu'on reçoit déjà du phishing. On vient de rentrer le premier jour, c'est quand même bizarre, avec des collègues des mails de collègues en fait, ou du patron. C'est très très bien fait. Qui nous demande d'activer quelque chose, de cliquer sur un lien, d'ouvrir une pièce jointe, etc. Puis quand on remonte le fil du mail, on voit bien que l'expéditeur n'est pas le bon. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Je vais regarder s'il y a une autre slide. Non. Est-ce que ça vous a paru clair? Est-ce que vous avez des questions? Non. Oui. C'est une très bonne question. C'est vrai que ça a un coût, mais c'est plutôt un investissement qu'un coût, parce que ouais. Moi, ce que j'ai vu, c'est quand même, franchement, il faut faire du benchmark sur les campagnes de phishing, parce qu'en plus, on est tous maintenant un peu habitués aux mails, donc réussir à faire des nouvelles campagnes en voice phishing, par exemple, la voix de quelqu'un, ou deepfake, etc., ça peut être peut-être intéressant. Donc, les mails commencent vraiment à être rodés. Et c'est pour ça que d'ailleurs, il y a des meilleures offres sur la partie phishing email. Donc, ça devient plus bas de gamme et aussi à bon prix. Donc, vraiment, n'hésite pas à faire un benchmark des meilleures solutions, des petites formations. Il y en a énormément. Est-ce que j'en connais une ici? Non. Je connais une bonne boîte, mais qui est plutôt sur Lyon, qui s'appelle AAIS. Et eux utilisent vraiment des très, très bonnes méthodologies de sensibilisation. Ça a certains coûts, mais derrière, c'est très, très efficace. Et voilà. En entreprise, on essaye de toujours d'en proposer plusieurs. À nos clients. Et après, c'est à eux, en fonction de leur budget, en fonction de ce qu'ils souhaitent, en termes d'originalité aussi. C'est bien les phishing par SMS, de vérifier, ou sur les messageries instantanées. Ça peut être un peu plus original pour vraiment piéger les collaborateurs. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je finis un petit peu plus tôt. Oui. Ah oui, c'est ce que je vois. Je finis un petit peu plus tôt, désolée. Mais n'hésitez pas, parce qu'on est là pour échanger. Et puis c'est bien de voir comment se comportent les autres aussi, peut-être pour aider ceux qui n'ont pas les mêmes pratiques. Donc si des personnes ont des bonnes pratiques en entreprise, je vous invite à les partager aux autres. Ou ceux qui n'ont peut-être rien vécu dans ce domaine-là, tant mieux pour vous. J'espère que ça ne vous arrivera pas. Et surtout, continuez comme ça. Oui. Pour contrecarrer ça, pour tout phishing, il faut appeler la personne en fait.
Donc quand on a l'impression qu'on a eu un appel du directeur qui nous dit quelque chose d'ultra important, il faut toujours contrecarrer la chose et appeler la personne pour aller vérifier directement. Ça, c'est une technique qui va pour le phishing ou aussi le deepfake. Hein. On voit la tête de notre boss, on n'ose pas, on y croit, quoi, on n'ose pas lui dire non. Mais il vaut mieux aller toquer dans son bureau et vérifier que c'est bien lui qui nous a contactés. Parce que c'est vraiment trop insidieux et sûrement suspect. Il vaut mieux le vérifier. C'est toujours ce qu'on dit au niveau du phishing, il faut vérifier avant et contrecarrer ça comme ça. Sauf si vous avez aussi des bonnes astuces, n'hésitez pas à les partager. Hein. On est là pour échanger. D'autres questions? Non? Oui. Tout à fait. Ouais. C'est assez affligeant et effectivement, en plus, tout le monde, je crois, utilise SharePoint. Ouais, c'est une bonne observation. Et malheureusement, c'est les attaques de demain, hein, tout ça, hein, le cloud, tout ce qui est SharePoint, le Google Drive, etc. C'est tellement open et tellement utilisé que c'est beaucoup trop simple maintenant d'aller fouiner là-dedans et puis de prendre des données professionnelles. Il y a eu plein de cas comme ça, effectivement. Cette année, en tout cas, on a révélé pas mal de problèmes à ce sujet. Je tenais à vous remercier pour votre écoute très attentive. Je pense qu'on a terminé. J'ai fini un petit peu plus tôt, mais j'étais ravie de pouvoir échanger avec vous. Et puis, n'oubliez pas de venir sur notre stand. Si vous connaissez des femmes inspirantes qui veulent postuler pour les trophées, ce serait super. Ou si vous voulez bien les recommander, c'est encore mieux. Parce que souvent, elles n'ont pas forcément confiance en elles, les femmes en cybersécurité. Donc, il faut les pousser un petit peu. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir. Merci beaucoup.